Bonjour Amancio Luis, merci pour l'invitation chez Libby Switzerland. Maddalena Di Meo, directrice et administratrice de First Med SA, lauréate 2018 du concours Femmes en Vue Vox Femina Paris, prix de la femme entrepreneur 2016, prix des droits de la femme et de l'enfant en 1995 déjà, infirmière de formation, conceptrice d'un livre CD avec Henri Dess qu'on ne présente plus, auteur-compositeur suisse, le nom du livre CD 144, Il faut sauver grand-maman. Chroniqueuse à la télé et conférencière depuis 4 ans, start-upeuse dans la médecine digitale, notamment dans la réalisation d'une application de visiophonie, Maddalena Di Meo, multitâche, multicompétences, multitalent. Comment on passe d'infirmière à entrepreneuse et directrice d'une entreprise connue et reconnue? Parce que je suis une femme têtue. On va commencer par ça. Comment on passe d'infirmière à entrepreneur? Pour moi, ça a été une frustration. C'est la frustration qui m'a amenée à entreprendre parce que moi, j'aime soigner. J'aime les gens. Mais à l'époque, j'ai choisi un métier qui était dans l'humain, près des gens, avec le temps. Donc, infirmière. Infirmière. Et le temps est devenu le bémol dans ma profession. J'avais moins de temps pour les patients et je me rendais compte que j'avais une frustration qui grandissait. Et de cette frustration, j'en ai fait un moteur. Donc, je me suis dit, je ne veux pas que cette frustration devienne de l'aigreur et que mes patients, mes collègues en pâtissent. Donc, je suis allée me former, essayer de construire un avenir différent. Quel type de formation, justement, tu as fait? La première formation que j'ai faite, c'est une formation au management social et culturel au SAVI. Dans ce cadre-là, j'ai fait un travail de diplôme qui me tenait à cœur. C'était de mettre en place une levée de fonds pour envoyer un container qui contenait tout ce qui était opératoire. Donc, le but, c'était de développer un dispensaire médical. Et là, j'ai fait un audit managérial et financier. Et puis, suite à ça, on a pu faire la levée de fonds. J'ai pu envoyer ce container et puis l'infrastructure a été mise en place. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui t'a motivé finalement de passer d'infirmière à femme entrepreneur? Il y a eu un déclencheur peut-être? Oui, moi, il y a eu un déclencheur qui est un livre. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais si ce n'est pas le cas, je vous le conseille vivement. C'est « 1000 soleils splendides » de Khaled Hosseini. Khaled Hosseini raconte l'histoire de 2 femmes afghanes. Et puis moi, j'étais en plein questionnement. Je suis infirmière, je venais de finir mon diplôme avec mention au SAVI. Qu'est-ce que je voulais faire de ma vie? Et je voulais faire un DAS en Entrepreneurship Business Development, mais j'avais des projections, le regard des autres. Tu ne peux pas, tu viens d'un milieu ouvrier. L'HEC, c'est que pour une élite. Mais qu'est-ce que tu vas faire sur ces bons-là? Qu'est-ce que tu veux faire avec ce papier? De toute façon, tu sais que soigner. Puis quand j'ai refermé ce livre, je me suis dit, OK, Mad, ça, c'est vraiment des caprices. Tu es née en tant que femme libre, dans un pays libre, qui te donne le droit d'exister, qui te donne le droit d'aller à l'école et suivre une éducation académique. Pour toutes ces femmes qui ne peuvent pas, tu ne peux pas t'arrêter parce que tu as peur du qu'en dira-t-on de l'échec. Ce droit d'exister, il était important pour toi à l'époque? Énormément. Énormément, le droit d'exister, prendre sa place, s'affranchir de ce que la société attend de nous, s'affranchir de ce que la famille attend de nous, s'affranchir de toutes les projections qu'on peut avoir. Juste exister pour soi et s'épanouir pour soi. Et j'ai pris le taureau par les cornes, je me suis inscrite. Alors moi, je viens d'un milieu ouvrier, donc j'ai pris le risque, j'ai vidé mes petites économies pour me financer mes études, tout en gardant un emploi à 80% clinique. Donc, famille très modeste en plus, donc oui. Une difficulté supplémentaire, parce qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui se lancent avec des fonds. Tu as commencé de zéro. De zéro. Moi, je suis une segunda et j'en suis très très fière parce que mes parents ont fait des sacrifices énormes pour nous offrir un avenir, pour nous offrir un espoir. J'en serai éternellement reconnaissante parce qu'ils ont renoncé à leurs affects, quitté leur famille, leurs attaches, leur pays, pour donner une chance à leurs enfants. Je le ressens en tout cas dans tes paroles. Le moment de transition en fait entre infirmière et puis First Med SA? Il n'y aura aucun moment romantique et magique. Et c'est pas du Walt Disney, j'étais en douleur. Parce qu'il faut vous mettre à ma place. Moi, j'étais jusqu'au 31 juillet, mi-juillet, infirmière. Donc, j'étais auprès des gens, je piquais, je réanimais, je faisais des soins. Et mi-août, je me retrouvais directrice d'une école de premier secours avec un écran, un clavier, des tableaux Excel, garantir des salaires à la fin du mois et sans personne. Une vie d'infirmière, c'est une vie d'équipe. Une vie d'infirmière, c'est un appel malade. Donc, vous allez derrière une porte, il y a un patient qui vous attend. Mais là, je n'avais rien. Comment tu as géré le fait de se retrouver seule à la tête de l'entreprise, justement? Alors moi, ce que j'ai fait, c'est ce que j'appelle l'apprentissage de la cave au grenier. En Suisse, on est essentiellement des PME. Puis ça, c'est l'avantage de l'entrepreneur PME, c'est qu'il connaît son entreprise de la cave au grenier. Donc, je suis allée voir comment fonctionnait First Med. Ça a pris 2 ans pour que First Med prenne ma couleur, que je lui donne ma couleur,
que je m'approprie aussi les codes de First Med et que First Med s'approprie de mes codes. Donc, tu as réalisé une forme d'audit que tu as fait toi-même, finalement, sans t'entourer de professionnels. Oui, et j'ai accepté de fauter, c'est-à-dire j'ai fait des erreurs, j'ai pas été parfaite. Et d'ailleurs, je fais toujours ça quand je fais mes entretiens. Je leur dis toujours dans ces entretiens, moi j'ai un privilège énorme. Je vous choisis. J'ai le luxe du choix. Mais vous n'avez pas le luxe de choisir votre patron. Et j'en suis consciente. Par contre, je sais, et je le dis toujours, je suis ouverte aux critiques parce que je suis perfectible et c'est grâce à eux que je deviens Que tu évolues. Ouais. la meilleure version de moi-même. Puisque tu parles des collaborateurs, aujourd'hui, First Med, c'est combien de collaborateurs? On est entre 76 et 96 collaborateurs par mois. C'est des médecins, étudiants en médecine qui ont soit un bachelor, soit ils ont leur master en médecine, qui dispensent des cours de premiers secours. Objectif pour nous, c'est vous former, vous, les citoyens, parce que les vrais protagonistes de la chaîne de premiers secours, c'est vous. Nous, on est le troisième moyen. Finalement, grâce aussi à ton parcours au sein de la société, First Med a eu une croissance fulgurante, puisque c'était avant une société basée principalement à Genève. Oui, siège historique. Quand moi j'ai débuté, on a débuté à Genève, j'étais employée et après 2 ans, on m'a proposé de rentrer dans l'actionnariat. Et dans ce cadre-là, il fallait prendre des décisions. Et à ce moment-là, symboliquement, nous avons décidé de déménager le siège social à Lausanne. Pourquoi ? Parce que je leur ai dit, à Genève, on est cantonné à l'international, on est cantonné aux bancaires. Et nous, on est quoi avant tout ? Une société suisse romande. Et le fait d'avoir changé l'adresse, le fait d'avoir mis un siège social sur le canton de Vaud, l'entreprise avait acquis. Dimension romande. Exactement. Ça nous permet d'être connectés à tous les cantons. Tu prônes la diversité, l'égalité et l'inclusion. Comment tu le transmets finalement au sein de ton équipe, de tes collaborateurs, au sein de First Med SA? Alors, je pense que je le transmets par rapport à déjà qui je suis, dans ma façon d'être et de faire et de me positionner lors des entretiens. J'essaie toujours, quand je fais des embauches, d'avoir une diversité aussi dans les CV que je vais rencontrer, dans les personnes que je vais rencontrer. C'est important pour moi. Je me challenge énormément aussi dans ce travail-là. Et puis, j'ai un avantage énorme. C'est que mon équipe est tellement variée que dans le team building, ils se co-construisent aussi. Je vois que tu as une belle référence qui s'appelle Michelle Obama. Oui. Tu as eu la chance, je crois, de la côtoyer un peu de loin, on va dire. J'ai respiré son même oxygène. J'ai eu le grand privilège de la voir à Paris lors de sa conférence. Et pour moi, c'est la femme la plus inspirante mais de tout, parce qu'elle définit exactement mes valeurs. Ce n'est pas ton départ qui va définir ton arrivée. Ce n'est pas ton départ qui va définir qui tu vas être et ce que tu veux être. Et pour moi, c'est des valeurs qui sont claires. Quand elle a été 2 fois First Lady, elle a aussi incarné des valeurs de santé, de bien-être et de l'inclusion. Quel conseil tu pourrais donner aux femmes pour devenir des femmes de pouvoir, des femmes d'ambition? Le premier conseil, c'est s'affranchir. S'affranchir d'abord de ses propres peurs. S'affranchir du regard de l'autre, que ce soit son compagnon, que ce soit sa famille, que ce soit la société. Il faut s'affranchir de ça pour être pleinement soi. Et ça, c'est vraiment important. Puis l'autre aspect qu'on parle très peu, mais qu'on devrait mettre vraiment un peu plus un coup de projecteur sur ça, c'est l'aspect gestion des risques et finances pour la femme. On n'a pas une bonne éducation financière en tant que femme. Et je pense que l'éducation financière, c'est la première clé de l'indépendance. Parce qu'en temps de crise, les premières qui sont en situation précaire sont les femmes. Quel est ton conseil? Déléguer? Conserver? Quand on se construit dans un rôle de manager ou d'entrepreneur, il faut aller chercher cette compétence. Parce qu'on doit créer sa légitimité. Et c'est vraiment important parce qu'on va vous amener, vous allez être confronté à des gens qui vont vous parler. Il faut savoir ce que la personne vous dit en face est vrai ou pas. Et ça, c'est pour moi clé. Il faut savoir, il faut acquérir la compétence. Comment concilier vie privée et vie professionnelle lorsqu'on est manager, lorsqu'on est directrice, lorsqu'on est entrepreneur en fait en tant que femme? Alors, il faut être transparent, on n'est pas prêt pour ça. La société n'est déjà pas prête. On évolue. J'ai des propos très négatifs, mais on évolue certes. Mais si on prend rien que le système de garde, c'est pas optimal pour pouvoir permettre à une femme de continuer à travailler à des postes cadres, vis-à-vis des horaires, vis-à-vis de la place, de la disponibilité. Ensuite, il y a aussi le fait du compagnon de vie, aussi la personne qui vous entoure, parce que c'est plus facile pour une femme d'accompagner un entrepreneur et le rythme de l'entrepreneuriat, parce qu'entrepreneur, c'est tout le temps. Pour un homme, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, je peux le dire ouvertement dans les rencontres de femmes, des femmes en carrière, etc. C'est ce dont on réalise aussi. Le statut de femme entrepreneur est beaucoup plus complexe à vivre au quotidien que quand on est cadre. Peut-être les choses sont un petit peu différentes. Typiquement, quand il y a une crise Covid et votre entreprise ferme, vous savez exactement où vous avez la tête et ce que vous êtes en train de faire. Et ton ambition, justement, maintenant, c'est peut-être d'enseigner, de donner des conférences pour justement éduquer
la population face à ce dilemme et cette problématique? Je dis toujours, je n'ai pas eu la chance d'avoir toujours le soutien que j'aurais aimé avoir. Donc, je suis reconnaissante de mon parcours et j'aimerais redonner ce que je n'ai pas eu. Je pars à la rencontre des femmes et je leur dis toujours, demander un conseil, ça coûte rien. Il faut le faire. Il faut oser. Dans un récent post LinkedIn, tu compares le fait de scaler versus bâtir lentement, deux approches complètement différentes, mais peut-être aussi complémentaires. Justement, quel est ton avis là-dessus? Moi, je dis toujours qu'il faut d'abord comprendre ce qu'on veut faire quand on est entrepreneur. Il y a des gens qui veulent scaler parce que l'objectif n'est pas de rester à la tête de l'entreprise ou garder l'entreprise. Donc, du coup, la stratégie, elle est posée. Quand on est dans quelque chose qu'on souhaite incarner, une entreprise avec des valeurs, avec des concepts, là, il faut se poser la question, est-ce qu'on a envie de se noyer dès le départ? Et c'est là où une stratégie à long terme est beaucoup plus pertinente. Mais je dis toujours, c'est le why. Pourquoi tu fais cette entreprise? Quelle est ta finalité? Maintenant, il y a un point que j'apprécie particulièrement dans ton parcours, c'est que tu as gardé l'humain au centre. Important. L'humanité. Maintenant, aujourd'hui, on est face à l'IA, on est face à la robotisation, la machinerie à outrance. Comment tu vois ce monde aujourd'hui dans lequel on évolue? Il faut intégrer. Moi, je vais parler comme entrepreneur. On ne peut pas faire semblant que l'IA ne viendra pas bouleverser certains jobs, certains profils aussi de carrière. Il faut l'intégrer parce que ça veut dire aussi qu'on est en train d'anticiper l'avenir de notre propre entreprise, que ce soit dans ses forces et dans ses faiblesses. Moi, ce qui m'inquiète juste, c'est qu'on est en train d'oublier qu'il y a des profils, des jobs qui vont disparaître. Souvent, dans ces jobs, c'est les situations les plus précaires. C'est souvent des femmes. À quel moment on essaie de réfléchir à l'éducation de nos enfants avec un avenir tel que celui-ci, avec la disparition de certains jobs? Moi, c'est surtout ces réflexions-là. Est-ce que je suis contre l'IA? Pas du tout. Est-ce que je suis contre la technologie? Pas du tout. Moi, je suis pour une cohabitation saine. Parce qu'aujourd'hui, l'IA, c'est génial, mais on a un muscle qui s'appelle le cerveau, qu'il faut garder actif. Mais aujourd'hui, comment aller à l'encontre de ce courant qui s'installe majoritairement et mondialement? Alors, c'est culotté de le dire. Le politique aura peu d'impact, honnêtement. La vraie réalité, c'est le terrain. C'est les entrepreneurs, les décisions que nous allons prendre, les décisions de comment on va accompagner le collaborateur qui sera menacé par la disparition du poste. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'humain, potentiellement, peut devenir obsolète. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on va dans cette direction? Très clairement, l'économie, le pouvoir économique fait en sorte d'aller à l'encontre de cela. Je pense qu'on va aller à l'encontre de cela parce que ce qui fait une entreprise, c'est l'humain. La colonne vertébrale d'un hôpital, ce sont les infirmières et tout le personnel qu'il y a autour. De l'intendance aux soignants, aux veilleurs, etc. Vous enlevez cette matière-là. Qu'est-ce qui reste? Des murs. Quelles sont tes prochaines actualités, Madalena? J'ai la chance d'avoir intégré l'incubateur Pulse à Genève et d'accompagner des startups. Ça, c'est génial. Et puis, une des actualités en tant qu'entrepreneur, je remets ma casquette de CEO parce que j'ai vendu l'entreprise FirstMed. On peut te féliciter, du coup. Oui, je vous remercie beaucoup. Dans ce cadre-là, je resterai active au sein de l'entreprise avec un accompagnement autre, avec un regard autre. Objectif, c'est comme tout entrepreneur, quand on arrive à maturité, quand on arrive à un certain niveau, il faut se poser la bonne question. Est-ce que je suis toujours la bonne personne pour l'entreprise? Est-ce que l'entreprise ne doit pas vivre un nouveau souffle, un nouveau chapitre pour donner un nouvel élan? Et je pense qu'après 14 ans et là où on est arrivé en tant que leader roman, il est peut-être temps d'écrire un chapitre différent, avec un regard différent, une énergie différente. Est-ce qu'il y a une volonté peut-être d'aller en Suisse allemande ou en Suisse italienne? Oui, alors ça c'est clairement... Je ne trahis pas les secrets des dieux. Tu ne trahis pas les secrets des dieux. Alors je ne suis pas encore très très bonne en allemand, mais il faudra que je m'améliore un petit peu. Mais oui, c'est une des ambitions, travailler sur des formations hybrides aussi, et puis commencer à travailler sur des projets autres pour FirstMed. Très bien, donc c'est une exclusivité. Quel talent, c'est cela? Exactement. Madalena, merci pour cette interview. Merci à toi. C'est un grand plaisir d'avoir une personne comme toi, aussi humaine et engagée pour la diversité, l'inclusion et l'égalité. Merci beaucoup. Merci pour ce moment. Avec grand plaisir. Mais il y a une phrase que je dis toujours, si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. C'est juste une question d'audace et puis d'accepter l'échec. Et moi j'ai appris à avoir des genoux râpés, j'ai appris à pleurer, j'ai appris à me relever. Et quand on a compris ça, on est OK. Et moi c'est vraiment ça ma force aujourd'hui. Je dis, quand j'ai la chance d'encourager ou d'accompagner, moi j'aime le terme empowerment comme le fait Michelle Obama, au final, c'est pas la réussite. Je vais vous dire honnêtement,
Oui, j'ai des articles, oui, je passe à la télé, mais pour moi, c'est de la paillette facile, c'est un moment éphémère. C'est pour toutes ces femmes qui n'ont pas ce droit. Et je pense à ma mère qui est née comme elle a quitté nos frères et sœurs, qui est venue dans un pays où elle ne parlait pas la langue, où elle s'est intégrée grâce à nous à travers l'école. Et puis, pour tout ce qu'ils ont fait comme sacrifice, et de voir mes parents se dire, OK, on a fait des sacrifices, mais le résultat, c'est qu'elles sont épanouies heureuses, on leur a donné une chance. Et ça n'a pas de prix. Donc voilà. Chargé d'émotions. Ouais. Merci voilà. pour ce témoignage, Madame Elena. Avec plaisir. Hors interview, on est tous touchés par ces mots.